Personne n'a assisté à ma remise de diplôme de master, ils étaient trop occupés à la fête de mariage de ma sœur. Mais quand j'ai ouvert mon porte-diplôme, il y avait une enveloppe à l'intérieur qui ne venait pas de l'université. Avant même que je puisse la lire, mon téléphone a commencé à vibrer, 51 appels manqués de ma famille. Je m'appelle Hélène Matthews, j'ai 32 ans. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et abonnez-vous pour savoir comment tout s'est déroulé. Je suis l'enfant du milieu dans une famille de 3 sœurs et j'ai passé toute ma vie à essayer de prouver ma valeur. Ma sœur aînée, Jessica, 35 ans, est une avocate prospère dans un cabinet prestigieux de New York. Elle a toujours été l'enfant d'or, celle que nos parents mentionnent fièrement à chaque réunion sociale. Jessica vient de gagner une autre affaire, annoncerait mon père, rayonnant de fierté, pendant que je restais assise tranquillement dans un coin. Il y a ensuite ma sœur cadette, Olivia, 28 ans, le bébé de la famille, qui a toujours été choyée et gâtée. Elle travaille dans la mode non pas par nécessité, mais parce que c'est glamour et que cela correspond à son image. Elle se préparait à épouser Brad, le fils d'un riche homme d'affaires. Leur mariage allait être, selon ma mère, l'événement social de l'année. Mon père, Robert Matthews, 62 ans, est le PDG d'une entreprise de construction. C'est un homme aux attentes élevées, surtout en ce qui concerne ses enfants. Mais ces attentes n'ont jamais été distribuées équitablement. Jessica recevait son admiration, Olivia, son indulgence, et moi, eh bien, des reconnaissances occasionnelles lorsque mes réalisations étaient impossibles à ignorer. Ma mère, Elisabeth, 58 ans, est une gestionnaire d'événements qui coordonne tout dans notre famille. Des fêtes aux anniversaires en passant par les dîners informels du dimanche, rien ne se passe sans sa planification méticuleuse. Elle a toujours été occupée à jongler entre sa carrière et les événements sociaux, oubliant souvent que sa fille cadette pourrait aussi avoir besoin d'attention. Ma relation avec Jessica a toujours été froide, avec une compétition sous-jacente qui a commencé dans l'enfance. Elle me lançait des regards noirs chaque fois que j'obtenais de meilleures notes, et je ressentais une pointe de satisfaction en sachant que je l'avais surpassée académiquement, même si personne d'autre ne semblait le remarquer. Avec Olivia, c'est différent. Je tiens sincèrement à ma petite sœur, mais pour elle, je suis pratiquement invisible. La sœur du milieu oubliable, qui n'est ni aussi réussie que Jessica ni aussi charmante qu'elle-même. Elle m'appelle quand elle a besoin d'aide pour quelque chose de technique ou de pratique, puis elle oublie mon anniversaire la semaine suivante. En grandissant, j'ai toujours été une excellente élève, rentrant systématiquement avec des notes parfaites. Mais mes succès académiques étaient régulièrement éclipsés par les tournois de débat de Jessica ou les récitals de danse d'Olivia. Je me souviens d'un souvenir particulièrement douloureux quand j'avais 15 ans. J'avais été sélectionné pour jouer un solo de piano lors d'un prestigieux concert de jeunes. J'avais pratiqué pendant des mois, perfectionnant chaque note. Le soir de la représentation, j'ai regardé le public, à la recherche des visages de ma famille, pour ne trouver que des sièges vides. Ils étaient tous allés au tournoi de tennis de Jessica à la place. Ma mère m'avait plus tard expliqué que Jessica avait besoin de notre soutien. « Chérie, tu es toujours si indépendante. » Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec les honneurs les plus élevés, seule ma mère était présente, et elle est partie après 30 minutes, se dépêchant d'aider Olivia à se préparer pour un entretien de stage en mode. Tu comprends, n'est-ce pas, Hélène? C'est une si grande opportunité pour ta sœur, avait-elle dit en sortant précipitamment, sans même rester pour la partie où j'ai reçu mon cordon d'honneur. Mon parcours de master a été différent parce que j'étais complètement seul. J'ai payé mes frais de scolarité grâce à des postes d'assistant d'enseignement et de recherche. J'ai choisi l'informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que j'aimais sincèrement ce domaine. Les longues nuits, les défis constants et la stimulation intellectuelle me donnaient l'impression de vivre, d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Le professeur Thomas Reynolds, 58 ans, un expert reconnu dans la recherche sur l'IA, est devenu mon mentor. Il a vu quelque chose en moi que ma famille n'avait jamais pris la peine de remarquer. Tu as un esprit brillant, Hélène, m'a-t-il dit un jour après que j'ai présenté mes recherches. Ton approche de la résolution de problèmes est vraiment unique. Pour une fois, quelqu'un valorisait mon cerveau au-dessus des réalisations plus conventionnelles de ma sœur. 8 mois avant ma remise de diplôme, Olivia a annoncé ses fiançailles avec Brad. Immédiatement, notre groupe WhatsApp familial a explosé d'excitation. Ma mère s'est lancée dans la planification de ce qu'elle appelait l'événement du siècle. La fête prénuptiale était prévue dans un complexe hôtelier exclusif,
une affaire d'une journée entière avec des soins au spa, de la cuisine gastronomique et des cadeaux somptueux. Lorsque j'ai vérifié la date, mon cœur s'est effondré. C'était le même jour que ma cérémonie de remise de diplôme de master. J'avais informé ma famille de la date de ma remise de diplôme au début de l'année, en la marquant sur le calendrier familial partagé, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'avait pas d'importance. 2 mois avant la remise de diplôme, j'ai envoyé des invitations formelles à ma famille. La réponse de ma mère a été au mieux tiède. Oh, c'est le même jour que la fête prénuptiale d'Olivia. Mais nous allons essayer de trouver une solution, a-t-elle dit lors de notre appel téléphonique hebdomadaire. Mon père a marmonné quelque chose à propos de voir ce que nous pouvions faire, tandis que Jessica a suggéré qu'il pourrait venir un peu plus tard ou se diviser en 2 groupes. Une semaine avant la remise de diplôme, j'ai appelé ma mère pour confirmer leur plan. « Maman, je voulais juste vérifier si vous seriez à la cérémonie samedi. »« Hélène, ma chérie, je fais de mon mieux, mais tu sais que c'est le grand jour d'Olivia. La fête commence à 11h et ta cérémonie est à 2h, n'est-ce pas? C'est en plein milieu de tout. Je vais voir si ton père peut peut-être s'échapper 1 heure. » J'ai avalé ma déception et j'ai dit que je comprenais, mais ce n'était pas vraiment le cas. Malgré tout, j'espérais toujours. J'ai acheté une nouvelle robe, d'un bleu profond qui mettait en valeur mes yeux. J'ai réservé une table dans un restaurant haut de gamme près du campus, réservant optimiste une table pour 5 personnes. J'ai même contacté l'université pour réserver des places pour ma famille dans l'auditorium. La veille de la remise de diplôme, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, oscillant entre l'espoir et la préparation à la déception. Cette fois sera différent, me suis-je murmuré. C'est une réalisation majeure. Ils viendront. Mais une petite voix au fond de mon esprit m'a rappelé toutes les fois où je m'étais dit la même chose, pour être à nouveau déçu. Je me suis réveillé à 6h le matin de la remise de diplôme avec des papillons dans l'estomac. Malgré des années de déception, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir excité. C'était mon jour. J'avais tellement travaillé pour ce moment, passant d'innombrables nuits penché sur mon ordinateur, déboguant du code et peaufinant ma thèse jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. J'ai pris un soin particulier pour me préparer, me maquillant soigneusement et coiffant mes cheveux en vagues lâches. J'ai enfilé ma nouvelle robe bleu marine et je me suis regardé dans le miroir. Pendant un instant, je me suis permis d'imaginer les visages fiers de ma famille lorsqu'ils me verraient traverser la scène. Mon père me donnerait-il enfin ce signe d'approbation qu'il réservait à Jessica? Ma mère pleurerait-elle de fierté? Mes sœurs ressentiraient-elles une pointe d'admiration? À 8h30, j'ai appelé à la maison pour confirmer le plan. Pas de réponse. J'ai essayé le téléphone portable de ma mère, directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un message à notre groupe de discussion familiale, je me dirige vers le campus maintenant. La cérémonie commence à 14h. J'ai hâte de vous y voir tous. À 9h15, j'ai reçu un SMS de ma mère. Je prépare tout pour la fête d'Olivia. Nous essaierons d'arriver à ta remise de diplôme après. Très fier de toi, ma chérie. Ce sentiment familier de déception a commencé à s'installer, mais je l'ai repoussé. Peut-être qu'il me surprendrait. Peut-être que cette fois serait différent. Je suis arrivé sur le campus et je me suis dirigé vers le point de rassemblement des diplômés. L'ambiance était électrique d'excitation. Partout où je regardais, les familles prenaient des photos avec leurs diplômés, les pères ajustant les toches de leurs filles, les mères essuyant des larmes de fierté, les frères et sœurs se taquinant et riant. J'ai aperçu ma camarade de classe Emma avec ses parents et son jeune frère. Ils rayonnaient tous, le bras de son père protecteur autour de ses épaules. Sa mère s'occupait de la robe d'Emma. Quand Emma m'a vu, elle m'a fait un signe enthousiaste. « Hélène, viens rencontrer ma famille », a-t-elle appelé. Je me suis approché, arborant un sourire sur mon visage. La famille d'Emma était adorable, s'enquérant de mes projets après la remise de diplôme et me félicitant d'avoir terminé le programme. « Où est ta famille ?» a demandé gentiment la mère d'Emma. « Oh, ils sont un peu en retard. » J'ai menti. Le trafic, vous savez. À ce moment-là, le professeur Reynolds s'est approché, sa toge académique flottant derrière lui. Il m'a serré la main chaleureusement. « Hélène, félicitations. Je suis si fier de ce que vous avez accompli. Vos parents sont-ils déjà là? J'aimerais beaucoup les rencontrer. » Ils sont en chemin, ai-je dit, le mensonge devenant plus facile avec la répétition. Un peu de circulation. Eh bien, j'ai hâte de les rencontrer.
Votre travail de recherche a été exceptionnel. Assurez-vous qu'il me trouve après la cérémonie. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Rien, à part une notification qu'Olivia avait posté de nouvelles photos sur Instagram. J'ai cliqué pour voir des photos d'arrangements floraux et de coupes de champagne. La fête prénuptiale battait visiblement son plein. Alors que nous nous alignions par ordre alphabétique pour la procession, je continuais à jeter un coup d'œil vers les portes d'entrée, espérant voir ma famille se précipiter. La cérémonie a commencé par la procession de la faculté, suivie de nous, diplômés, marchant solennellement vers nos sièges. Tout au long du discours de bienvenue du président de l'université, j'ai parcouru le public, mes yeux retournant sans cesse vers les sièges vides que j'avais réservés. À mi-chemin de la cérémonie, mon téléphone a vibré avec un SMS. Discrètement, je l'ai vérifié sous ma toge. Maman, la fête dure plus longtemps que prévu. Olivia ouvre ses cadeaux maintenant. Je ne pense pas que nous puissions arriver à temps. Tellement désolé, ma chérie. Nous fêterons ça plus tard. Je t'aime. L'engourdissement s'est propagé dans mon corps comme de l'eau glacée dans mes veines. Il ne venait pas. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer. Quand ils ont finalement prononcé mon nom, Hélène Matthews, Master of Science en informatique, avec distinction, j'ai traversé la scène avec un sourire forcé. Il y a eu des applaudissements polis du public, mais pas d'acclamations ou de sifflements comme ceux que recevaient d'autres diplômés. Personne n'était là spécifiquement pour moi. J'ai serré la main du doyen, accepté mon porte-diplôme et posé pour la photo officielle. À l'intérieur, je me sentais vide. Ce moment, l'aboutissement de tant d'années de travail acharné et de sacrifice, semblait vide sans personne avec qui le partager. En retournant à ma place, j'ai jeté un coup d'œil aux chaises vacantes que j'avais réservées. 5 sièges vides qui racontaient la place que j'occupais dans ma famille mieux que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Après la fin de la cérémonie, l'auditorium a été plongé dans le chaos alors que les familles se précipitaient pour retrouver leurs diplômés. Des câlins, des larmes, des rires et des félicitations remplissaient l'air. Je suis resté seul, serrant mon porte-diplôme, essayant de ne pas avoir l'air aussi abandonné que je me sentais. Emma et sa famille se sont approchés de moi. Hélène, nous allons au Riverside Grill pour célébrer. Aimerais-tu te joindre à nous? J'ai apprécié sa gentillesse, mais je ne pouvais pas supporter d'interrompre leur moment familial. Merci, Emma, mais j'ai déjà des projets. J'ai encore menti. Combien de mensonges avais-je raconté aujourd'hui pour couvrir la vérité selon laquelle personne dans ma famille ne se souciait assez de moi pour venir? Mon téléphone a sonné. Un appel vidéo de ma mère. Je me suis éloigné de la foule pour répondre. L'écran s'est rempli de bruit et de couleurs. Le visage de ma mère est apparu, rougi par le champagne et l'excitation. À l'arrière-plan, je pouvais voir Olivia dans une magnifique robe blanche, entourée d'amis et de proches. La musique jouait et les gens riaient. Hélène, félicitations, ma chérie, a crié ma mère au-dessus du bruit. Nous sommes tellement désolés de ne pas avoir pu venir. La fête s'est juste prolongée encore et encore. Olivia, viens dire bonjour à ta sœur. Le visage d'Olivia est apparu radieux et légèrement éméché. Salut ma sœur, félicitations pour ton truc de master. J'aimerais que tu puisses être là. C'est incroyable. J'ai retenu la réplique selon laquelle c'était ma remise de diplôme à laquelle ils auraient dû assister, et non l'inverse. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire. Merci. On dirait que tu t'amuses bien. Nous célébrerons ta remise de diplôme bientôt. Je promets, a dit ma mère rapidement. Peut-être la semaine prochaine je ferai ton gâteau préféré. Bien sûr, maman. Ça a l'air bien. Je devrais y aller maintenant. Mes amis m'attendent. Encore un mensonge pour préserver ma dignité. Bien sûr. Amuse-toi bien, ma chérie. Je t'aime. L'appel s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé. J'ai regardé l'écran de mon téléphone un instant, puis j'ai ouvert mon application de réservation et annulé la table que j'avais réservée au restaurant. L'hôtesse a semblé compatissante lorsque j'ai réduit mon groupe de 5 à 0. Voulez-vous que nous gardions une table pour vous et peut-être quelques amis à la place, a-t-elle demandé gentiment. Non, merci. Je viendrai une autre fois, ai-je répondu, la voix ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin de proximité et j'ai acheté une bouteille de vin et des plats à emporter.
Une célébration en solo. De retour dans mon appartement, je me suis changé de ma robe de remise de diplôme pour un pantalon de survêtement et un t-shirt confortable. Je me suis assise sur mon canapé en regardant le porte-diplôme dans mes mains. J'aurais dû me sentir fière, voire triomphante. J'avais obtenu ce diplôme grâce à mon propre travail acharné, sans aucun soutien ni encouragement de ma famille. Pourtant, tout ce que je ressentais était un mélange contradictoire de fierté pour ma réussite et de douleur due à leur absence. J'ai posé le porte-diplôme sur ma table basse et j'ai décidé de me faire plaisir avec un dîner et mon film préféré. Au moins, je pouvais compter sur moi-même pour reconnaître mes réalisations, même si personne d'autre ne le faisait. Après avoir terminé mon dîner de célébration solitaire, j'ai décidé de prendre une photo de mon diplôme pour l'envoyer à quelques amis proches qui m'avaient envoyé des messages de félicitations. J'ai pris le porte-diplôme relié en cuir et je l'ai ouvert, prévoyant de le disposer artistiquement pour la photo. C'est là que je l'ai remarqué, une fine enveloppe blanche glissée dans le porte-diplôme, partiellement cachée par le certificat officiel. J'ai froncé les sourcils, l'examinant avec curiosité. Ce n'était pas un document universitaire standard. Les documents officiels étaient tous dans des enveloppes de marque avec le logo de l'université. J'ai soigneusement retiré l'enveloppe. Elle était scellée et portait mon nom, Hélène Matthews, écrit dans une écriture familière que je ne pouvais pas immédiatement identifier. L'enveloppe n'était pas épaisse, mais elle contenait clairement plus qu'une simple feuille de papier. Ma curiosité était à son comble. J'ai délicatement cassé le seau et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles de papier, une lettre officielle avec un en-tête et une note manuscrite sur du papier à lettres personnelles. Lorsque j'ai vu le logo de l'université de Stanford en haut de la lettre officielle, mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai déplié complètement la lettre, mes mains tremblant légèrement. La lettre provenait du département d'informatique de l'université de Stanford. Alors que je commençais à lire, j'ai dû m'asseoir, mes jambes soudainement faibles sous moi. Chère Miss Matthews, c'est avec grand plaisir que nous vous offrons une admission au programme de doctorat en informatique à l'université de Stanford. J'ai lu les mots encore et encore, incapable de croire ce que je voyais. Non seulement j'avais été accepté au prestigieux programme de doctorat de Stanford, mais j'avais également reçu une bourse complète d'une valeur de plus de $200 000 pour le programme de 4 ans. La lettre détaillait des avantages supplémentaires, un logement, une assurance maladie et une allocation de recherche. La lettre continuait, « Vos recherches exceptionnelles en intelligence artificielle et en apprentissage automatique ont impressionné notre comité d'admission. Nous sommes particulièrement intéressés par votre nouvelle approche de l'optimisation des réseaux neuronaux, que le professeur Reynolds nous a signalé. Nous pensons que vous apporterez des contributions significatives à notre laboratoire d'intelligence artificielle. » Au bas de la lettre, le président du département avait ajouté une note personnelle. « Nous avons hâte de vous accueillir à Stanford. Félicitations pour cette réalisation bien méritée. » Mes mains tremblaient alors que je reposais la lettre officielle et que je ramassais la note manuscrite. J'ai immédiatement reconnu l'écriture distinctive du professeur Reynolds. « Chère Hélène, félicitations pour ta remise de diplôme et pour cette opportunité bien méritée. J'ai travaillé avec des milliers d'étudiants tout au long de ma carrière, mais j'ai rarement rencontré le talent et la persévérance que tu possèdes. J'ai pris la liberté de te nommer pour le programme de recherche avancée en IA de Stanford et je suis ravi qu'ils aient reconnu tes compétences exceptionnelles. » La compétition était féroce. 300 candidats pour 3 postes, mais tes recherches sur l'optimisation des réseaux neuronaux ont excellé parmi tous les candidats. Je l'ai gardé secret parce que je voulais que ce soit une surprise le jour de ta remise de diplôme. Je sais que ta famille sera immensément fière. Je les ai déjà appelés pour les féliciter d'avoir élevé une fille aussi brillante. J'ai dû tirer quelques ficelles pour m'assurer que tu recevais la bourse complète, mais tu as mérité chaque centime. C'est l'opportunité d'une vie. Hélène, je ne pouvais penser à personne de plus méritant. Avec fierté et admiration, Thomas Reynolds. Je me suis assise sur mon canapé, stupéfaite. L'université de Stanford, une bourse complète, le laboratoire d'IA. C'était au-delà de tout ce que j'avais osé rêver. Une vague d'émotions m'a submergé. Joie, fierté, gratitude et incrédulité. Stanford avait toujours été mon école de rêve depuis le lycée, mais je n'avais jamais pensé avoir l'opportunité d'y étudier, encore moins avec une bourse complète. Le fardeau financier d'un autre diplôme semblait trop décourageant pour même y penser. Puis une phrase de la lettre du professeur Reynolds a retenu mon attention. Je les ai déjà appelés pour les féliciter d'avoir élevé une fille aussi brillante.
Il avait appelé ma famille quand, aujourd'hui? Mon esprit a repensé à mon téléphone. 51 appels manqués. Serait-ce la raison pour laquelle ils essayaient soudainement de me joindre? Non pas parce qu'ils se sentaient coupables d'avoir manqué ma remise de diplôme, mais parce qu'ils avaient appris pour Stanford. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma famille ne s'était pas souciée de ma remise de diplôme de master. Une réalisation importante en soi. Mais au moment où ils ont entendu parler de Stanford, soudainement, j'ai eu de l'importance à leurs yeux. J'ai ramassé mon téléphone et j'ai vu que d'autres appels étaient arrivés pendant que je lisais les lettres. Ma mère avait appelé 5 fois de plus, mon père 2 fois. Même Jessica avait appelé, ce qui était rare. Je regardais le téléphone, en conflit. Une partie de moi voulait partager cette nouvelle incroyable pour avoir enfin quelque chose qui ferait que ma famille me voie. Une autre partie se sentait amère qu'il faille un nom prestigieux comme Stanford pour qu'il fasse attention à moi. Après 5 sonneries, j'ai finalement répondu à l'appel de ma mère. Hélène. Sa voix était essoufflée d'excitation. Nous avons essayé de te joindre pendant des heures. As-tu lu la lettre? Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de Stanford? Pas de, désolé de manquer ta remise de diplôme. Aucune reconnaissance de leur absence lors de l'un des jours les plus importants de ma vie. Juste directement à Stanford. Je viens de la trouver, maman, ai-je répondu, gardant ma voix neutre malgré le tumulte intérieur. Elle était dans mon porte-diplôme. C'est une nouvelle incroyable. Ton père et moi sommes si fiers. Une bourse complète à Stanford. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu postulais? Je n'ai pas postulé, ai-je dit. Le professeur Reynolds m'a nominé. C'était une surprise pour moi aussi. Eh bien, c'est incroyable. Nous venons tous te voir maintenant. Je me suis redressé. Quoi maintenant? Mais qu'en est-il de la fête prénuptiale d'Olivia? Oh, nous l'avons mise en attente. Cette nouvelle est beaucoup plus importante. Nous serons à ton appartement dans 30 minutes. Mon esprit avait du mal à assimiler cela. Ils avaient quitté la fête prénuptiale d'Olivia, l'événement auquel ils ne pouvaient pas manquer, même pour ma remise de diplôme, pour venir me voir à cause de Stanford. Mais il est presque 21 heures, ai-je protesté faiblement. Cela ne peut pas attendre jusqu'à demain. Nous sommes déjà en route. Ton père conduit et nous avons une bouteille de champagne. Cela demande une célébration. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. D'un côté, j'étais ravi de Stanford. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. D'un autre côté, j'étais blessé et en colère que ma famille ne semble se soucier que maintenant qu'il y avait un nom prestigieux attaché à ma réussite. J'ai regardé autour de mon petit appartement. Il était propre, mais à peine préparé pour des visiteurs, encore moins pour toute ma famille, qui pensait apparemment pouvoir descendre sur moi sans préavis. Mais plus que l'état de mon appartement, je n'étais pas sûr d'être émotionnellement préparé à les affronter. La blessure de leur absence à ma remise de diplôme était encore fraîche, et maintenant ils s'attendaient à ce que je les accueille à bras ouverts parce que Stanford m'avait jugé digne de son programme. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Je viens d'apprendre la nouvelle. Stanford. Vraiment impressionnant, sœur. À bientôt. Même Jessica venait. Quand était-ce la dernière fois qu'elle avait visité mon appartement? L'avait-elle jamais fait? J'ai regardé à nouveau la lettre de Stanford, essayant de retrouver la joie pure que j'avais ressentie avant de réaliser le changement soudain de cœur de ma famille. C'était ma réussite, mon opportunité. Je ne laisserai pas leur approbation conditionnelle la ternir. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé d'appeler ma meilleure amie, Emma. J'avais besoin de partager cette nouvelle avec quelqu'un qui serait sincèrement heureux pour moi. Quelqu'un qui avait réellement été là pour ma remise de diplôme. Emma, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. 30 minutes plus tard, je me retrouvais en appel vidéo avec toute ma famille. Ils avaient appelé depuis la voiture, trop impatients pour attendre d'arriver à mon appartement. L'écran montrait mes parents au premier siège tandis que Jessica, Olivia, et même Brad, le fiancé d'Olivia, étaient entassés à l'arrière du SUV de mon père. La scène était surréaliste. Olivia portait toujours sa robe blanche de fête prénuptiale, visiblement mécontente. Des invités pouvaient être vus circulant en arrière-plan au complexe hôtelier où ils avaient abruptement interrompu la célébration. Hélène,
montre-nous la lettre, a exigé mon père, le visage rougi d'excitation. Je ne l'avais jamais vu aussi animé en me parlant. J'ai levé la lettre officielle de Stanford vers la caméra, et mon père a plissé les yeux pour la lire. 200 000 $, bourse complète. C'est ma fille, s'est-il exclamé comme s'il avait toujours soutenu mes études. Le visage de ma mère a rempli l'écran. Ma brillante fille. J'ai toujours su que tu étais spéciale, ma chérie. Stanford, attends juste que je le dise aux Anderson. Leur fils n'est allé qu'à Berkeley. Jessica s'est penchée en avant, son expression mélangeant surprise et ce qui ressemblait à de la jalousie. Stanford. Waouh, je ne pensais pas que tu serais accepté dans une école comme ça. Leur taux d'acceptation est de combien, 4 ? Olivia est restée largement silencieuse, jetant occasionnellement des regards à Brad avec une expression qui communiquait clairement son mécontentement d'avoir son jour spécial interrompu. Brad, pour sa part, a offert des félicitations polies, bien qu'il soit évident qu'il ne saisissait pas tout à fait la signification de la réussite. Alors, quand as-tu postulé à Stanford ? A demandé Jessica, une légère pointe dans la voix. Tu n'as jamais mentionné que tu postulais pour des programmes de doctorat. Je n'ai pas postulé, ai-je expliqué pour la 10e fois. Le professeur Reynolds m'a nominé pour un programme spécial. Je l'ai découvert en ouvrant mon porte-diplôme après la remise de diplôme. Après la remise de diplôme, mon père a froncé les sourcils. Tu veux dire aujourd'hui ? À la cérémonie ? Voilà le moment où ils pourraient reconnaître leur absence, mais au lieu de cela, ma mère a rapidement interrompu. Le professeur Reynolds nous a appelés il y a environ 1 heure, absolument ravis. Il était surpris que nous ne célébrions pas tous avec toi déjà. J'ai senti une torsion dans mon estomac. Qu'a-t-il dit exactement ? Mon père a pris la parole. Il a dit que tu avais reçu l'une des opportunités les plus prestigieuses en informatique. Il a appelé cela une chance unique dans une vie et a dit que tu étais l'une des 3 personnes sélectionnées dans tout le pays. Jessica a sifflé, semblant réellement impressionnée pour la première fois. 3 sur combien ? 300, selon le professeur Reynolds, a dit ma mère fièrement, comme si elle avait suivi de près ma carrière universitaire depuis le début. C'est assez sélectif, a concédé Jessica. Son taux d'acceptation à Harvard Law était d'environ 15%, et elle ne l'avait jamais laissé oublier. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais considéré pour Stanford, a insisté ma mère. Parce que je ne le savais pas, ai-je répété, en essayant de garder la frustration hors de ma voix. C'était une surprise totale pour moi aussi. J'ai regardé leur visage à l'écran, cherchant tout signe de remords ou de culpabilité d'avoir manqué ma remise de diplôme. Il n'y en avait aucun. Dans leur esprit, l'acceptation de Stanford avait complètement éclipsé le fait qu'ils m'avaient abandonné le jour de ma remise de diplôme. La seule pensée me serrait la poitrine d'une amère réalisation, pour eux, je ne valais l'attention que lorsqu'elle était associée à un nom prestigieux. Alors, que s'est-il passé exactement avec le professeur Reynolds ? Ai-je demandé, voulant comprendre comment cette mobilisation familiale soudaine s'était produite. Ma mère a expliqué avec enthousiasme. Il a appelé le téléphone portable de ton père pendant l'ouverture des cadeaux d'Olivia. Il a dit qu'il te cherchait, mais qu'il ne pouvait pas te joindre, alors il a essayé les contacts familiaux que tu avais listés dans ton dossier universitaire. Il voulait nous féliciter d'avoir élevé une fille aussi brillante, a ajouté mon père, rayonnant. Il a dit que ton travail de recherche est révolutionnaire ou quelque chose comme ça. Il a été assez surpris quand nous avons mentionné que nous étions à la fête prénuptiale d'Olivia, a continué ma mère, baissant légèrement la voix. Il pensait que nous célébrerions tous ta remise de diplôme ensemble. Je pouvais imaginer la déception du professeur Reynolds lorsqu'il a réalisé que ma famille avait sauté ma remise de diplôme. La pensée qu'il me défendait, qu'il croyait en moi quand ma propre famille ne le faisait pas, m'a fait monter les larmes aux yeux. Et puis, que s'est-il passé ? Ai-je demandé, devinant déjà la réponse. Eh bien, une fois qu'il a expliqué à quel point cette opportunité de Stanford est importante, nous avons réalisé que nous devions célébrer tout de suite. Le ton de ma mère suggérait que c'était la conclusion la plus naturelle du monde. Alors, tu as juste quitté la fête prénuptiale d'Olivia. Je ne pouvais pas cacher mon incrédulité. Olivia a choisi ce moment pour s'exprimer. Oui, ils l'ont fait, a-t-elle dit sèchement. En plein milieu de tout. Les traiteurs sont toujours là. Tous les invités sont confus et nous conduisons à ton appartement parce qu'apparemment Stanford est plus important que mes fiançailles. Olivia, a réprimandé ma mère.
Ne sois pas égoïste. C'est une réalisation formidable pour ta sœur. Égoïste, la voix d'Olivia s'est élevée. Tu planifies ma fête prénuptiale depuis des mois et tu l'annules à mi-chemin parce que Hélène est allée dans un programme. Cela ne pourrait pas attendre demain. J'ai regardé la dynamique familiale que je connaissais si bien se dérouler sur l'écran de mon téléphone. Ma mère défendant une fille à une autre. Mon père semblant mal à l'aise avec le conflit. Jessica observant tout avec un intérêt détaché tandis que Brad essayait d'apaiser sa fiancée. Ce qui m'a surprise, c'est que pour une fois, ma mère prenait mon parti contre Olivia. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Tout ce qu'il a fallu, c'est une lettre d'acceptation de Stanford. Eh bien, nous allons reprogrammer le reste de ta fête, ma chérie, a assuré ma mère à Olivia. Mais c'est une grande nouvelle pour Hélène. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. Olivia a levé les yeux au ciel mais sais-tu. Mon père a changé de sujet. Nous devrions organiser une véritable célébration pour Hélène ce week-end. Une grande fête, nous inviterons tout le monde, les voisins, mes collègues, tes amis de l'université. Ma mère s'est immédiatement emparée de l'idée. Oui, je pense samedi soir, traiteur bien sûr. Je commencerai une liste d'invités ce soir. Jessica a ajouté, j'ai des contacts en Californie. Je pourrais te présenter à Hélène, des conseillers juridiques pour des entreprises technologiques. Des connexions très précieuses. Ils ont continué à faire des plans, discutant d'une célébration comme s'ils n'avaient pas complètement ignoré la réalisation réelle plus tôt dans la journée, comme si se présenter à une fête après coup compensait d'une manière ou d'une autre le fait d'avoir manqué le moment lui-même. Ils m'ont informé qu'ils arriveraient bientôt à mon appartement et s'attendaient à y rester au moins 1 heure pour trinquer à mon succès malgré leur tardive. Je me sentais épuisé rien que d'y penser. J'apprécie l'idée, ai-je dit, interrompant leur plan, mais je suis en fait très fatigué. C'est une longue journée. Une litote, si jamais il y en a eu une. Fatigué, mais c'est une énorme nouvelle, a protesté ma mère. Je sais, et je suis ravi de Stanford. Mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Pourrions-nous peut-être faire cela demain à la place? Ils ont accepté à contre-cœur, sans pour autant omettre de me faire promettre d'être disponible pour le brunch le lendemain matin. L'appel s'est terminé par des félicitations bruyantes et des déclarations de fierté qui sonnaient creux après leur absence antérieure. J'ai posé mon téléphone et je me suis penché en arrière sur le canapé, vidé émotionnellement. La lettre de Stanford qui m'avait apporté une telle joie il y a à peine 1 heure semblait maintenant ternie par l'approbation conditionnelle de ma famille. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Emma, ayant besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. « Salut », ai-je dit quand elle a répondu. « Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. » Je lui ai raconté tout, de la découverte de la lettre de Stanford au changement soudain de cœur de ma famille. Je devrais être heureuse, n'est-ce pas, lui ai-je demandé. Ils font enfin attention à moi. N'est-ce pas ce que j'ai toujours voulu? La réponse d'Emma a été douce mais honnête. Tu mérites l'attention pour qui tu es, Hélène, pas seulement pour les opportunités prestigieuses que tu reçois. Je suis au-delà de ravi pour Stanford. Tu l'as mérité. Mais je comprends pourquoi tu te sens en conflit au sujet de la réaction de ta famille. Après avoir parlé à Emma pendant près d'1 heure, je me suis senti un peu plus calme. Elle a promis de passer le lendemain, après le brunch familial, pour célébrer correctement. En me préparant pour le lit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au professeur Reynolds. Sa croyance en moi avait ouvert cette porte, et j'en étais profondément reconnaissante. Mais je ressentais aussi un mélange complexe d'émotions quant à la façon dont son appel téléphonique m'avait soudainement rendu visible à ma famille. Je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond. Mes pensées étaient un fouillis de l'excitation pour Stanford, la douleur de ma remise de diplôme, et l'appréhension de devoir faire face à ma famille le lendemain. Finalement, l'épuisement m'a submergé, et je me suis endormi dans un sommeil agité. La lettre de Stanford sur ma table de nuit, la preuve physique que j'étais enfin digne de l'attention de ma famille. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, un nœud d'anxiété se formant déjà dans mon estomac. L'excitation de l'acceptation de Stanford était toujours là, mais elle était éclipsée par la visite imminente de ma famille. J'ai passé 1 heure à ranger mon appartement déjà propre, plus pour calmer mes nerfs que par nécessité réelle. À exactement 10 heures, un coup frappant insistant a annoncé leur arrivée. J'ai ouvert la porte pour trouver toute ma famille debout dans le couloir, ayant l'air d'assister à un événement formel plutôt qu'à un brunch informel. Mes parents portaient des fleurs,
du champagne et un gâteau élaboré avec l'inscription « Félicitations, érudite de Stanford » en script élégant. Jessica tenait une boîte cadeau soigneusement emballée tandis qu'Olivia se tenait légèrement à l'écart. Son langage corporel criait la réticence. La voilà, notre fille de Stanford, a tonné mon père, s'avançant pour me donner un câlin qui semblait étranger et maladroit. Quand était-ce la dernière fois qu'il m'avait serré dans ses bras? Je ne me souvenais pas. Ils sont entrés dans mon modeste appartement. Ma mère prenant immédiatement le contrôle de l'espace, plaçant les fleurs dans un vase que je ne savais même pas posséder, et arrangeant le champagne et le gâteau sur ma petite table de salle à manger. Cet endroit est douillet, a dit ma mère, son ton suggérant le contraire. Bien sûr, tu auras un logement pour diplômé à Stanford, n'est-ce pas? Beaucoup plus approprié pour un candidat au doctorat. Jessica m'a tendu son cadeau. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin pour la Californie, a-t-elle dit. Je l'ai ouvert pour trouver un sac à main de créateur coûteux, quelque chose que je n'aurais jamais acheté pour moi-même. Il est charmant. Merci, ai-je dit, en le mettant de côté. L'étiquette de prix était restée, pas si accidentellement, je le soupçonnais. C'était plus que mon loyer mensuel. Olivia est restée près de la porte, parcourant son téléphone et lançant occasionnellement des regards agacés à nos parents. Mon père a fait sauter le champagne et a versé des verres pour tout le monde. Un toast à Hélène, a-t-il déclaré. L'université de Stanford. Qui aurait pensé que notre fille cadette réaliserait quelque chose d'aussi prestigieux? La minimisation décontractée, dans ces mots, qui aurait pensé, a piqué plus qu'il ne pouvait le savoir. Avait-il vraiment si peu pensé de moi toutes ces années? Ma mère s'est mêlée de plans pour une fête de célébration. Je pense samedi soir, environ 50 invités. Le traiteur que j'utilise pour mes événements caritatifs est disponible. Nous enverrons des invitations électroniques aujourd'hui. Jessica a ajouté, j'ai déjà envoyé des SMS à certains de mes contacts dans la Silicon Valley. Ils sont très intéressés à te rencontrer. L'un est conseiller juridique pour une grande entreprise technologique. Cela pourrait être une connexion précieuse. Olivia a finalement levé les yeux de son téléphone. Allons-nous reprogrammer le reste de ma fête prénuptiale ou tout le monde a-t-il complètement oublié cela? Son ton était tranchant. Bien sûr que nous allons reprogrammer, ma chérie, a assuré ma mère. Peut-être la semaine prochaine. Mon mariage est dans 3 mois, maman. Nous n'avons pas de week-ends illimités pour reprogrammer des choses que tu as déjà promises. Personne n'a mentionné ma remise de diplôme. Personne n'a reconnu que moins de 24 heures auparavant, je m'étais tenu seul sur une scène recevant mon master pendant qu'il célébrait Olivia. C'était comme si cet événement n'avait jamais eu lieu, complètement éclipsé par Stanford. Quelque chose en moi a cassé. Je suis si contente que vous pensiez enfin que j'ai de la valeur, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a baissé son verre de champagne, l'air confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons toujours été fiers de toi. L'avez-vous, ai-je lancé. Parce qu'hier, aucun d'entre vous ne s'est présenté à ma remise de diplôme. Pas un seul. Et personne n'en a parlé depuis votre arrivée. L'expression de ma mère a viré à l'inconfort. Hélène, ne gâche pas ce moment spécial. Nous sommes là pour célébrer ton acceptation à Stanford. C'est exactement mon point, ai-je dit. C'est hilarant qu'il faille une acceptation à Stanford pour que l'un de vous fasse attention à moi. Où était cet enthousiasme hier ou lors de ma remise de diplôme de premier cycle ou à n'importe quel moment de ma carrière académique? Jessica a baissé les yeux, évitant le contact visuel. Olivia a soupiré dramatiquement. Ça y est. C'est pour ça que je déteste quand Hélène complique tout. Compliqué? Je me suis tourné vers elle. Est-ce que c'est ce que tu appelles vouloir que ma famille participe à des moments importants de ma vie? Est-ce trop compliqué? Mon père a essayé de désamorcer la situation. Hélène, tu as toujours été si indépendante et capable. Nous ne pensions pas que tu avais besoin du même niveau de soutien que tes sœurs. C'est ta seule excuse. Que j'étais trop capable. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Vous avez tous manqué mon récital de piano quand j'avais 15 ans parce que Jessica avait un match de tennis, ma remise de diplôme de premier cycle où maman est restée 30 minutes avant de se précipiter pour aider Olivia à se préparer pour un entretien de stage. Et hier ma remise de diplôme de master parce que la fête prénuptiale d'Olivia était plus importante.
Tu es injuste, a protesté ma mère. Nous sommes des gens extrêmement occupés. Nous ne pouvons pas être partout à la fois. Étrange comme vous avez réussi à être présent pour chacune des comparutions de Jessica au tribunal et pour tous les défilés de mode et événements de fiançailles d'Olivia, ai-je rétorqué. Jessica a étonnamment pris la parole. Tu sais quoi? Elle a dit, me regardant directement. Elle a raison. J'ai toujours été jalouse de toi, Hélène. Tu es naturellement brillante. Alors que j'ai dû travailler 2 fois plus dur pour tout ce que j'ai accompli. Cet aveu m'a momentanément stupéfaite. Jessica jalouse de moi. Cela semblait impossible. Olivia n'en était pas là. Au moins Jessica fait des efforts. Hélène ne pense qu'à elle-même tout le temps et ne participe jamais aux activités familiales. Participer? J'ai ri amèrement. J'ai essayé de participer toute ma vie, mais aucun de vous ne m'a jamais voulu là. Sais-tu ce que ça fait de s'asseoir au dîner de famille et d'être complètement ignoré? D'avoir tes réussites rejetées comme « Oh, c'est bien, Hélène », avant que la conversation ne se tourne immédiatement vers la dernière affaire de Jessica ou le nouveau petit ami d'Olivia. Jessica a tenté de médiatiser. Écoute, nous avons tous contribué à cette situation. Peut-être que nous devrions essayer de mieux nous comprendre. Mais ces mots n'ont fait qu'attiser le feu. Olivia et moi nous sommes retournés contre elle, créant une dispute à 3 que mes parents ont lamentablement échoué à contrôler. La confrontation a atteint son paroxysme lorsque j'ai finalement posé la question qui me brûlait les lèvres. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti en me tenant seul sur cette scène hier, en regardant chaque autre diplômé être étreint et félicité par sa famille, tandis que les sièges que je vous avais réservés restaient vides? Ma mère a commencé à pleurer, s'essuyant les yeux avec un mouchoir monogrammé. Nous n'avons jamais voulu te blesser. Nous t'aimons, Hélène. Mon père a essayé de rediriger la conversation. Ce qui importe maintenant, c'est Stanford et ton avenir. C'est une opportunité formidable. C'est précisément le problème, ai-je explosé. Vous ne vous souciez que des réussites et du prestige, pas de la personne que je suis réellement. Si le professeur Reynolds ne vous avait pas appelé à propos de Stanford, l'un d'entre vous se serait-il même souvenu que j'ai été diplômé hier? Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. L'expression de Jessica s'est adoucie avec ce qui ressemblait à du remords sincère. Olivia fixait le sol, son défi antérieur dégonflé. Mes parents ont échangé des regards coupables. Je vais à Stanford, ai-je dit finalement, ma voix plus calme mais ferme. Mais je le fais pour moi, pas pour vous. Et je ne veux pas d'une grande fête de célébration. Je ne veux pas de 50 invités qui ne se sont jamais souciés de moi avant pour faire semblant soudainement de s'intéresser à ma carrière. Hélène, s'il te plaît, a commencé ma mère, mais je l'ai interrompue. Je pense que j'ai besoin de temps et d'espace loin de cette famille. J'apprécie que vous soyez enthousiaste à propos de Stanford, mais je ne peux pas prétendre que cela compense des années d'être ignoré et oublié. Olivia a été la première à partir, marmonnant quelque chose sur le fait de tout faire toujours à propos d'elle-même en s'éloignant avec colère. Jessica a hésité, visiblement déchirée entre suivre Olivia et rester pour résoudre les choses. Peut-être que nous devrions tous prendre un moment pour nous calmer, a suggéré mon père, sa confiance habituelle ébranlée. Nous pourrons en reparler dans quelques jours. Ils ont rassemblé leurs affaires. L'ambiance de célébration s'était complètement évaporée. Ma mère avait l'air dévastée, mon père confus et mal à l'aise. Jessica m'a lancé un long regard qui contenait quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, quelque chose comme du respect. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ma mère s'est soudainement retournée. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras, murmurant « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Je suis resté raide dans son étreinte, incapable de la rendre. L'excuse semblait trop peu, trop tard. Quand ils furent partis, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, glissant pour m'asseoir par terre. Ce n'est qu'alors que j'ai laissé les larmes venir. Des larmes de colère, de douleur et d'un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma famille face à leur schéma. J'avais refusé d'accepter leur amour et leur attention conditionnelle. Cela faisait un mal de chien, mais quelque part sous la douleur, il y avait le sentiment que quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose de nécessaire à ma propre guérison et à ma croissance. Le lendemain de la confrontation avec ma famille, j'ai appelé pour dire que j'étais malade à mon poste d'assistant de recherche. J'avais besoin de temps seul pour digérer tout ce qui s'était passé. J'ai éteint mon téléphone,
évitant le déluge d'appels et de messages de ma famille. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, respirer, pour comprendre ce que je voulais vraiment pour l'avenir. J'ai passé la matinée à faire une longue promenade dans le parc près de mon appartement. L'air frais et l'exercice physique m'ont aidé à me vider la tête. Je me suis retrouvé à mon café préféré, cet endroit calme et reculé où j'avais passé d'innombrables heures à travailler sur ma thèse. Cela ressemblait à un territoire neutre, un lieu intact par le drame familial. Alors que j'étais assise à siroter un latte, j'ai vu Emma entrer, le souci évident sur son visage. Elle m'avait envoyé plusieurs SMS, inquiète quand je n'ai pas répondu. « Te voilà » a-t-elle dit, glissant sur le siège en face de moi. Je commençais à m'inquiéter. « Tu vas bien ?» Je lui ai donné un bref résumé du brunch familial désastreux. J'ai finalement dit toutes les choses que je retenais depuis des années, ai-je conclu. Et maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Emma a écouté attentivement, sans jugement. Quand j'ai eu fini, elle a traversé la table et m'a serré la main. « Je comprends ce que tu ressens » a-t-elle dit doucement. « Mais je pense aussi que ta famille essaie, à sa manière maladroite. » Essaie ? Ils m'ont ignoré toute ma vie jusqu'à ce que Stanford arrive. Les gens expriment l'amour différemment, parfois mal, a dit Emma. Ma mère avait l'habitude de critiquer tout ce que je faisais. Il m'a fallu des années pour réaliser que c'était sa façon de montrer qu'elle tenait à moi, de vouloir que je sois la meilleure. J'ai réfléchi à ces paroles. Cela ne rend pas la douleur moins forte. Bien sûr que non. Mais voici quelque chose à considérer. J'ai perdu ma mère l'année dernière, et je donnerais n'importe quoi pour passer plus de temps avec elle, même avec tous nos problèmes. Avoir une famille imparfaite, c'est mieux que de n'avoir aucune famille du tout. Ces mots m'ont fait réfléchir. Emma parlait rarement de la mort de sa mère. La douleur était encore trop fraîche. Je ne dis pas de pardonner et d'oublier, a-t-elle poursuivi. Tu devrais absolument fixer des limites, mais peut-être ne pas les couper complètement. Après avoir parlé avec Emma, j'ai décidé de rendre visite au professeur Reynolds pour le remercier correctement et discuter de l'opportunité de Stanford. Je l'ai trouvé dans son bureau, entouré de piles de papiers de recherche. « Hélène » m'a-t-il salué chaleureusement. « J'espérais que tu passerais. Félicitations encore pour Stanford. » Je l'ai sincèrement remercié pour la nomination et la recommandation. « J'espère que je n'ai pas causé de problème à votre famille » a-t-il dit, l'air inquiet. Quand je vous ai appelé et que j'ai réalisé qu'il n'était pas à votre remise de diplôme, j'ai été plutôt surpris. C'est compliqué, ai-je admis. Nous avons eu une confrontation assez importante à ce sujet, en fait. Le professeur Reynolds a hoché la tête pensif. Les relations familiales sont rarement simples. J'ai eu une relation compliquée avec mon père pendant la majeure partie de ma vie. Vraiment, je n'aurais jamais pensé cela. Il a souri tristement. C'était un homme pragmatique qui ne comprenait pas pourquoi je voulais poursuivre l'informatique théorique. Nous parlions à peine pendant des années. Nous nous sommes finalement réconciliés, mais bien plus tard que nous n'aurions dû. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. J'ai réalisé que même s'il ne montrait pas le soutien comme je le voulais, il me soutenait toujours comme il savait le faire. Et j'ai appris à fixer des limites sans rompre complètement la relation. Ces mots faisaient écho au conseil d'Emma, me donnant plus à considérer. Lorsque j'ai finalement rallumé mon téléphone ce soir-là, j'ai trouvé plusieurs messages de ma famille. Le plus surprenant était un long email de mon père. Quelque chose d'inédit dans notre relation. « Chère Hélène, commençait-il. Je n'ai jamais été doué pour les conversations émotionnelles, c'est pourquoi je vous écris cet email. Je tiens à m'excuser pour mon rôle dans le fait que vous vous sentiez négligé et non apprécié. Après avoir réfléchi à ce que vous avez dit, je réalise que nous avons constamment omis de reconnaître vos réalisations et d'être présents lors de vos moments importants. Je vous ai toujours considéré comme la plus forte, la plus indépendante, qui n'avait pas besoin du même niveau de guidance que Jessica ou Olivia. Je comprends maintenant que c'était injuste et que cela vous a causé de la douleur. La vérité est que j'ai toujours été immensément fier de vous, mais je n'ai jamais appris à le montrer correctement. Vos réalisations ont été extraordinaires, et cela était vrai bien avant Stanford. J'aurais dû vous le dire tous les jours. Seriez-vous disposé à me rencontrer pour un café? Juste vous deux. Pas de mère, pas de sœur, juste un père qui essaie de faire mieux pour sa fille. Amour, papa. L'email m'a laissé avec des émotions mitigées. D'une part, cela semblait sincère.
D'un autre côté, il avait fallu une confrontation majeure pour susciter ce niveau d'introspection de sa part. Pourtant, c'était plus que ce que j'avais attendu. Après réflexion, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Notre conversation était maladroite au début. Aucun de nous n'avait l'habitude de communiquer ouvertement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a commencé mon père, sur la façon dont nous t'avons traité différemment de tes sœurs. J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Je n'avais jamais réalisé comment cela se présentait de ton point de vue. J'ai toujours pensé que Jessica avait besoin de plus d'attention parce qu'elle luttait avec sa confiance et qu'Olivia avait besoin de conseils parce qu'elle est impulsive. Je pensais que tu te débrouillais très bien toute seule. Je ne me débrouillais pas bien, ai-je dit calmement. J'ai réalisé des choses parce que j'essayais désespérément d'attirer ton attention, mais rien ne semblait jamais assez bon. Il avait l'air sincèrement peiné par cette révélation. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour ta remise de diplôme, pour aucune de tes remises de diplôme. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, plus honnêtement que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Il a reconnu le favoritisme dans notre famille et a étonnamment suggéré une thérapie familiale, quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'il envisagerait. Ta mère et moi devons faire mieux, a-t-il dit. Nous le devons tous. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un appel inattendu de Jessica. J'ai fait un peu d'introspection, a-t-elle dit sans préambule. J'ai toujours su que j'avais un traitement préférentiel, et je n'ai rien fait pour changer cette dynamique. Non, tu ne l'as pas fait, ai-je accepté, pas disposé à la laisser s'en tirer facilement. J'aurais dû être une meilleure sœur. J'aurais dû te soutenir comme les frères et sœurs sont censés se soutenir mutuellement. Son honnêteté m'a surprise. Pourquoi? L'insécurité, a-t-elle admis. Tu es naturellement brillante dans tout ce que tu essaies. J'ai dû me battre pour chaque réalisation. Il était plus facile de prendre mes distances que de faire face à ma jalousie. Cette révélation était stupéfiante. Jessica, l'enfant d'or, jalouse de moi. Je vais à San Francisco le mois prochain pour une affaire, a-t-elle continué. Si tu décides d'accepter Stanford, je pourrais t'aider à chercher des appartements, te présenter quelques amis dans la région. C'était la première fois qu'elle m'offrait de l'aide pour quoi que ce soit. J'aimerais bien, ai-je dit prudemment. Mes pensées concernant Olivia étaient plus compliquées. De tous les membres de ma famille, c'est elle qui avait montré le moins de compréhension de ma perspective. Elle avait grandi en étant le centre d'attention, et le fait que cela soit soudainement perturbé devait être choquant pour elle. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de lui écrire un email. Je ne me suis pas excusé d'avoir tenu tête, mais j'ai reconnu comment la dynamique familiale nous avait affectés toutes les deux. Nous avons toutes les deux été façonnées par des schémas que nous n'avons pas créés, ai-je écrit. Tu as été catalogué comme le bébé qui a besoin de protection et d'indulgence, tandis que j'ai été l'enfant du milieu oublié. Aucun rôle n'a été sain pour nous. J'ai terminé en suggérant que nous nous rencontrions en tête-à-tête sans la pression de nos parents ou de Jessica. À ma grande surprise, elle a accepté. Pendant ce temps, j'ai soigneusement examiné les documents et les exigences de Stanford. Après avoir confirmé tous les détails avec le département d'informatique, j'ai officiellement accepté la bourse. L'excitation de ce nouveau chapitre de ma vie commençait à éclipser le drame familial. Alors que je commençais à planifier mon déménagement en Californie, j'ai ressenti un sentiment croissant de clarté concernant ma relation avec ma famille. Je ne voulais pas les couper complètement, mais j'avais besoin d'établir des limites plus saines. J'avais besoin qu'ils me respectent en tant qu'individu, pas seulement comme un reflet de leurs propres aspirations ou un porteur de réussite prestigieuse. J'ai écrit une longue lettre à toute ma famille exposant mes pensées et mes sentiments. J'ai exprimé ma volonté de travailler sur nos relations, mais j'ai clairement indiqué que les choses devaient changer. J'ai accepté de participer à une thérapie familiale lorsque mon emploi du temps le permettra et j'ai fixé des limites spécifiques concernant la communication et les attentes. Je vous aime tous, ai-je conclu, mais j'ai aussi besoin de me respecter. Construisons un nouveau type de relation familiale basée sur le respect mutuel et la compréhension. Stanford représente un tournant dans mon avenir. Et j'aimerais partager ce parcours avec vous, mais à des conditions plus saines. En scellant la lettre, j'ai senti un poids se soulever. Pour la première fois, je prenais le contrôle de la façon dont je permettais à ma famille de me traiter. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes. 3 mois après la confrontation avec ma famille, je me suis retrouvé entouré de cartons d'emballage dans mon appartement.
Le semestre d'automne de Stanford approchait, et je me préparais à mon déménagement à travers le pays. Les derniers mois avaient été un tourbillon de paperasse, d'arrangement de logement et de préparation à quitter mon poste de recherche actuel. Alors que je scotche une autre boîte de livres, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Olivia. Besoin d'aide pour emballer? Je peux passer ce week-end. J'ai regardé le message avec surprise. Depuis notre confrontation, Olivia et moi nous étions rencontrés 2 fois pour des cafés, des conversations qui avaient commencé maladroitement mais qui étaient progressivement devenues plus sincères. Pourtant, son offre d'aide pour emballer était inattendue et touchante. Ce serait vraiment bien. Samedi après-midi, ai-je répondu. Quand samedi est arrivé, j'étais nerveuse à l'idée de passer du temps prolongé seul avec Olivia. Nos rencontres autour d'un café s'étaient déroulées dans des lieux publics, avec la sécurité de pouvoir partir si les choses devenaient inconfortables. Maintenant, elle serait dans mon espace pendant des heures. Olivia est arrivée ponctuellement, vêtue de manière décontractée, en jean et t-shirt, bien différente de sa tenue habituelle et à la mode. La première heure a été un peu tendue alors que nous travaillions en silence à emballer des livres et des articles de cuisine. Petit à petit cependant, le rythme du travail a fait tomber les barrières entre nous. J'ai toujours pensé que tu ne m'aimais pas, a soudainement admis Olivia en emballant une tasse à café dans du papier journal. Je l'ai regardée, surprise. Vraiment? J'ai toujours eu l'impression d'être invisible pour toi. Elle a secoué la tête. Je t'ai tellement admiré quand nous étions enfants. Tu étais si intelligente, si capable, mais tu semblais toujours distante, comme si tu ne pouvais pas te soucier de moi. Ce n'est pas comme ça que je le voyais du tout, ai-je répondu. J'ai toujours eu l'impression d'être l'enfant banni de la famille. Tu étais le bébé, la princesse. Tout le monde t'adorait. Nous avons passé les heures suivantes à déballer bien plus que mes biens. Nous avons discuté de notre enfance, de nos perceptions l'une de l'autre et des dynamiques familiales qui nous avaient façonnées toutes les deux. Pour la première fois, j'ai compris la pression qu'Olivia avait ressentie de devoir être parfaite et adorable tout le temps. C'est épuisant, a-t-elle confié. Devoir toujours être la mignonne, la charmante. Sais-tu à quel point j'ai peur de vieillir? Toute ma valeur dans la famille est basée sur le fait d'être le bébé. À la fin de la journée, je me sentais plus proche de ma sœur que je ne l'avais jamais été de toute notre vie. Ce n'était pas une résolution complète de nos problèmes, mais c'était un début. La semaine suivante, nous avons eu notre première séance de thérapie familiale par appel vidéo. J'ai appelé depuis mon appartement pendant que mes parents, Jessica et Olivia se sont rassemblés dans le salon de mes parents. Notre thérapeute, Dr Garcia, a habilement créé un espace où chacun de nous pouvait s'exprimer sans interruption. Mon père, d'habitude stoïque et axé sur les affaires, a parlé plus ouvertement de ses sentiments que je ne l'avais jamais vu faire. Ma mère écoutait plus qu'elle ne parlait, un changement remarquable par rapport à sa domination habituelle des conversations. Jessica a reconnu sa nature compétitive et comment cela avait affecté notre relation. Olivia a parlé du sentiment d'être enfermée dans le rôle du bébé de la famille. Quand mon tour est venu, j'ai pu exprimer mes sentiments de longue date d'invisibilité sans la colère qui avait alimenté notre confrontation. Le docteur Garcia nous a guidés à travers cette conversation difficile avec compassion et perspicacité. Ce n'est que le début, nous a-t-elle dit à la fin de la séance. Changer les schémas familiaux prend du temps et de l'engagement de la part de tous. Nous avons convenu de continuer les séances mensuelles, un engagement que je n'avais pas attendu de ma famille, mais j'étais touché qu'il l'ait fait. Le jour de mon déménagement à Stanford est finalement arrivé. Mon père avait proposé d'aider à transporter mes affaires à travers le pays, et après mûre réflexion, j'ai accepté. La perspective de passer plusieurs jours en voiture avec mon père m'aurait terrifié il y a quelques mois. Maintenant, je le voyais comme une opportunité de continuer à reconstruire notre relation. Le trajet de la côte à la Californie nous a offert des heures de conversation ininterrompues. Nous avons parlé de son entreprise, de mes intérêts de recherche, et nous avons progressivement abordé des sujets plus personnels. Il m'a raconté des histoires sur son propre père, un homme exigeant qui exprimait rarement son approbation. J'ai commencé à comprendre comment l'éducation de mon père avait façonné son style parental. Je n'ai jamais voulu être comme mon père, a-t-il admis alors que nous traversions le Nevada. Mais j'ai fini par répéter certaines de ses erreurs de toute façon. Tu essaies de changer maintenant, ai-je fait remarquer. C'est plus que ce qu'il n'a jamais fait, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, un léger sourire se formant. Tu es très généreuse, Hélène. Plus que je ne le mérite.
Quand nous sommes arrivés à mon nouvel appartement près du campus de Stanford, mon père m'a aidé à décharger et à installer les bases. Alors que nous rangions les meubles et déballions l'essentiel, il semblait sincèrement intéressé par mon nouvel environnement et mon programme académique. Nous avons rencontré plusieurs de mes nouveaux professeurs et collègues, et j'ai remarqué un changement dans la façon dont mon père me présentait. Fini les éloges qualifiés ou les comparaisons avec mes sœurs. Au lieu de cela, il disait simplement « Voici ma fille, Hélène. Elle est vraiment la personne la plus brillante de notre famille. » La fierté dans sa voix était indéniable et sans les attentes et les conditions du passé. C'était un petit moment, mais cela signifiait tout pour moi. Ma relation avec Jessica a également évolué de manière inattendue. Elle a visité San Francisco pour une affaire le mois suivant mon déménagement et a passé un week-end à m'aider à m'installer. Elle m'a présenté des amis et des collègues de la région de la baie, désireuses d'aider à construire mon réseau. J'ai toujours été fier de toi, a-t-elle avoué au dîner le dernier soir. Je ne savais juste pas comment le montrer sans me sentir menacé. Nous avons commencé une tradition d'appels téléphoniques hebdomadaires, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Étonnamment, Jessica a commencé à solliciter mes conseils sur les décisions de carrière, reconnaissant mon perspicacité et mon intelligence d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Un an après ma confrontation avec ma famille, le jour du mariage d'Olivia est arrivé. On m'avait demandé d'être demoiselle d'honneur, non pas par obligation familiale, mais parce qu'Olivia me voulait vraiment là. La cérémonie était élégante et émouvante, et lors de son discours de réception, Olivia inclut un hommage qui m'a fait pleurer les yeux. Je veux remercier ma sœur, Hélène, de m'avoir appris la résilience et le courage, a-t-elle dit, me regardant directement. De m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour dire sa vérité et reconstruire des relations. Alors que je me tenais dans la salle de réception, entouré de ma famille et de mes amis, j'ai réalisé à quel point les choses avaient profondément changé en un an. Ma famille n'était pas parfaite. Nous avions toujours des désaccords et retombions occasionnellement dans nos anciens schémas. Mais il y avait une nouvelle base d'honnêteté et de respect qui n'existait pas auparavant. Ma carrière universitaire à Stanford a prospéré. Mes recherches en intelligence artificielle ont été reconnues, et j'ai été invité à présenter lors d'une conférence internationale. À ma surprise et à ma joie, toute ma famille a volé pour assister à ma présentation. Les voir assis au premier rang, sincèrement engagés et de soutien, m'a rempli de chaleur. Le professeur Reynolds, venu à la conférence spécialement pour voir ma présentation, rayonnait de fierté après. « Je savais que tu étais destinée à la grandeur, Hélène, a-t-il dit. Mais je suis encore plus heureux de voir comment tu as grandi personnellement aussi bien que professionnellement. Le parcours de guérison n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où les vieilles blessures ont refait surface, où un commentaire négligent ou une promesse oubliée déclenchait des souvenirs d'une négligence passée. J'ai appris que la guérison n'était pas linéaire et que la reconstruction de la confiance prenait du temps. Mais j'ai aussi appris le pouvoir de fixer des limites tout en gardant la porte ouverte à la croissance et au changement. Nos séances de thérapie familiale sont devenues moins fréquentes, mais ont continué de fournir un espace structuré pour aborder les problèmes au fur et à mesure qu'ils survenaient. Nous avons développé de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles traditions qui honoraient chaque membre de la famille à égalité, et une nouvelle appréciation de nos forces et de nos différences individuelles. 2 ans après mon jour de remise de diplôme dramatique, j'étais bien lancé dans l'achèvement de mon doctorat avec distinction. Ma relation avec ma famille, bien que pas parfaite, était plus saine que je ne l'aurais jamais cru possible. Nous avions tous grandi à partir de la confrontation qui couvait depuis des décennies. J'avais appris à placer ma valeur en moi-même, pas dans la reconnaissance ou l'approbation des autres. J'ai compris que les gens expriment l'amour de différentes manières, parfois de manière inadéquate, mais cela ne signifiait pas nécessairement que l'amour n'était pas là. J'ai reconnu le pouvoir de dire la vérité, même quand elle est douloureuse, et de fixer des limites sans rompre complètement les relations. Plus important encore, j'ai découvert que le pardon ne consistait pas à oublier le passé ou à excuser un comportement nuisible. Il s'agissait de me libérer du poids du ressentiment et de créer de l'espace pour de nouvelles connexions plus saines. Alors que j'étais assise dans mon appartement de Stanford un soir, regardant une photo de famille prise lors de leur dernière visite, j'ai réfléchi au parcours que nous avions fait ensemble. Nous n'étions pas la famille parfaite dont j'avais rêvé enfant, mais nous étions de vraies personnes qui avaient appris à s'aimer mieux. Les relations les plus précieuses, ai-je dit un jour à un groupe de nouveaux étudiants diplômés, sont souvent celles pour lesquelles nous devons nous battre. La famille n'est pas le rêve parfait que nous imaginons, mais les personnes imparfaites que nous apprenons à aimer malgré leurs défauts. Des blessures les plus profondes peut venir la plus grande sagesse.
Mon chemin vers Stanford avait été pavé de douleurs et de négligence, mais il avait également conduit à une guérison et à une croissance qui dépassaient largement mes réalisations académiques. Je me demande souvent maintenant quel moment de votre vie vous a appris votre vraie valeur. Avez-vous eu besoin d'une lettre de Stanford pour vous en rendre compte? Ou était-ce quelque chose de plus petit, de plus silencieux, mais tout aussi puissant? Si vous avez eu une expérience similaire avec la dynamique familiale ou la découverte de votre valeur, j'adorerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres. Merci de m'avoir écouté dans mon parcours. Et rappelez-vous, votre valeur vient de l'intérieur, pas de la validation externe.